Bonjour. Une vidéo un peu longue aujourd'hui, je pense, avec des aspects assez techniques, assez dramatiques aussi, assez humains. Une vidéo pas pour tout le monde, peut-être, sur... je vais parler d'anthropologie de la médecine. Je vais parler de mon histoire, je vais parler de ma dernière hospitalisation. C'est une vidéo que j'ai conçue à la base pour répondre à une question de mon neurologue qui me dit mais pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas retourner à la clinique? Il y a trois cliniques qui sont spécialisées dans la rééducation et le maintien en vie des personnes qui ont un état neurologique complexe, une lésion de la moelle épinière comme moi. Je reviens sur quelques faits de base. À 18 ans, je me suis cassé la moelle épinière juste en dessous du cerveau. Donc le cerveau, il est poursuivi par la moelle. Et c'est ce qu'on appelle une tétraplégie partielle. Généralement, on meurt. C'est le coup du lapin, en fait. Et moi, je ne suis pas mort. On m'a dit, vous allez passer votre vie en chaise roulante. Et je me suis dit, ça c'est la vie de la médecine occidentale, et j'ai été donc visiter d'autres médecines au cours de ma vie. J'ai beaucoup voyagé pour voir ce qu'on faisait en Chine, en Amazonie, dans le Sahara, et dans d'autres coins pour observer les médecines traditionnelles. Et j'ai maintenant un mode de vie, des habitudes à toutes sortes de niveaux, que ce soit alimentaire, de mouvement, de respiration, toutes sortes de techniques qui me sont venues de mes études en terre lointaine. Je suis en chaise roulante depuis une année. Ma démarche a été... euh, ma marche s'est rétrécie sur ces 2 dernières années. Et juste avant le confinement, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai été hospitalisé. Et en fait, l'hospitalisation a eu essentiellement pour résultat d'aggraver mon état. Je suis ressorti en état de stress post-traumatique, sous calmant, en chaise roulante, alors que je marchais en rentrant encore. Et mon neurologue me demande, mais pourquoi vous ne voulez pas retourner dans cette clinique que je ne nommerai pas? Alors je vais expliquer en détail un peu ce qui s'est passé parce que je trouve que c'est un bon reflet de certains désordres dans notre système hospitalier. Juste un petit commentaire avant. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai été voir mon prof de sciences. Je lui ai raconté un petit peu ce qui s'était passé, comment j'avais vécu l'hospitalisation, ses résultats. Et il m'a dit, ben là, à mon avis, tu as prouvé que ce que tu fais est plus pertinent pour toi que les techniques de la médecine occidentale, dont on ne peut pas toujours se passer. Voilà. Je voulais vous voyez ma chouette pendant la vidéo, mais on voit aussi mon corps, c'est mieux. Bon. Donc, juste avant le confinement, je rentre d'un voyage et ma marche s'est franchement rétrécie, mais franchement. Je demande à être hospitalisé dans une clinique pour paraplégiques et là on me dit ah mais si votre marche s'est à ce point-là diminuée, c'est que c'est pas dû à votre lésion vu que votre lésion date d'il y a 15 ans. Donc il faut chercher pourquoi. Donc on me refuse une hospitalisation. Et après, je vous ai dit qu'on allait parler de choses un petit peu intimes. Et après, on fait une analyse, on voit qu'il y a de l'arthrose et que la marche diminue en fonction de l'arthrose, en raison de l'arthrose. Donc on sait, et donc je redemande à se hospitaliser, et on me refuse l'hospitalisation parce que je dis, moi mon discours c'est de dire, je veux qu'on s'occupe de la marche et de rien d'autre. En gros, sur un paraplégique, on veut absolument, la science officielle, la médecine officielle veut absolument s'occuper de la vessie. Et eux, ils ont ce discours, c'est de dire tous vos problèmes neurovégétatifs, donc le fait que mon corps
chauffe, soit spastique, il y a un tas de réactions bizarres. Tous vos problèmes neurovégétatifs viennent d'une vessie spastique qui envoie des signaux dans le corps. Donc on accepte de vous hospitaliser uniquement si vous acceptez qu'on examine votre vessie, c'est-à-dire qu'on mette un tuyau dedans, des liquides de contraste, qu'on vous apprenne à vous sonder, enfin vraiment quelque chose d'assez peu sympathique. Je rentre dans les détails parce que ça a une énorme importance pour la suite. La lumière est délirante sur cette vidéo. Donc, moi j'avais pas du tout envie, mais c'était une condition sine qua non. Ou vous acceptez ça, ou on vous accepte pas dans un hôpital, dans notre clinique. Et à un moment où je pouvais quasiment plus marcher, et où j'avais une spasticité énorme, donc spasticité c'est le corps qui se raidit. Donc j'accepte leurs conditions, et là je me fais un mois de clinique. Donc je suis ressorti en état de stress post-traumatique. Alors j'aimerais revenir maintenant sur plusieurs anecdotes qui sont des choses qui se sont passées dans ce mois de clinique, qui montrent un peu l'état du système hospitalier, une partie, le rapport médecin-patient, l'état du rapport médecin-patient à l'heure actuelle, des désordres. Donc, je vous ai parlé de la vessie, alors je vais continuer. Je rentre à l'hôpital, et là on me dit, il va falloir que vous appreniez à vous sonder. C'est-à-dire glisser un tuyau, excusez-moi pour les détails, mais ça, glisser un tuyau à l'intérieur de l'urètre pour pouvoir vider complètement la vessie. Eux, ils me disent, si vous faites ça, c'est la fin de tous vos problèmes. En gros, tous vos désordres spastiques, vraiment mon corps fait un tas de choses très étranges, très compliquées à gérer, que moi je gère essentiellement à base de médecine chinoise, de massage, de respiration, d'alimentation. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Eux, ils me disent, non, mais vous vous fatiguez énormément à faire tout un tas de trucs qui ne servent pas à grand chose, et en fait ce qu'il faut faire c'est ce qu'on vous propose. Donc ils m'apprennent à faire ça, à me sonder. C'est ce que font la plupart des paraplégiques, c'est qu'ils se sondent, ils vident leur vessie en enfilant un tuyau stérile. Donc ça fait un matériel, c'est une valise pleine tous les mois, hein, toutes les semaines quasiment. C'est entre autres pour ça que j'étais pas trop pour. Bon, moi je fais ce qu'ils me disent, je constate aucune amélioration, et puis au bout de quelques jours, je fais un pic de fièvre à 39,40. Grosse panique, on est en pleine crise Covid, ils se disent purée, le Covid, ils m'analysent, pas de Covid. Ils continuent d'analyser, ils reviennent vers moi, et là, un médecin me dit, ah, on a trouvé ce que vous aviez, c'est une infection. Bravo les gars. Et donc, moi je regarde le groupe de médecins, 3-4 médecins autour de moi, et je fais, ah, quelle bactérie. Et là je vois le médecin qui sursaute, et qui fait une drôle de tête. Et il me fait, pardon. Puis je lui dis, bah oui, elle a un nom cette bactérie, j'ai une infection, c'est une bactérie, elle a un nom. Et très rapidement, avec un air très gêné, elle me dit, oh bah c'est Citrobacter coceri. Bon, je capte l'information. Et quelques heures après, je me dis, mais pourquoi elle a fait cette tête-là? Donc je vais voir Citrobacter coceri. Et là, je découvre que c'est une maladie nosocomiale, mortalité 40%. J'avais un peu moins d'une chance sur deux de mourir. Pour un acte que j'avais désapprouvé et qu'on m'avait imposé. J'avais une chance sur deux de mourir pour un acte que la clinique m'avait imposé. Par ailleurs, la clinique ne m'a pas tenu informé du fait que je risquais de mourir, que j'avais une chance sur deux de mourir. Normal. C'est pas le genre de choses qu'on dit à un patient. Bon. Est-ce que c'est un abus? Est-ce que c'est... Je vous laisse juger, je vous raconte juste des histoires pour que vous voyez un peu comment ça se passe dans une clinique de rééducation. Alors il y a eu toutes sortes d'autres abus et des choses qui, pour
les médecins, moi j'estime que c'est du déni de réalité ou de la corruption systémique. Alors, déni de réalité, c'est quand on ne voit plus la réalité. Corruption systémique, c'est pas pour accuser des médecins de corruption. La corruption systémique, c'est quand on adopte des comportements parce que tout un système, toute une corporation nous oblige en fait à adopter ce comportement et on peut plus faire autrement. Euh, La corruption systémique, c'est par exemple quand un médecin va prescrire une pilule euh, un peu chère et un peu toxique, alors qu'il existe des solutions moins chères et moins toxiques, mais que c'est un médicament qui n'est plus breveté, donc qui ne fait plus rien gagner au pharma, donc les conseillers des labos ne viennent pas vers eux leur dire ah essayez de prescrire ça. Ça c'est un exemple de corruption systémique. Et c'est très courant en médecine et on en parle très peu. Il y a plein de choses à réanalyser au niveau de la corruption systémique en médecine. Le seul qui le fait, c'est Jean-Dominique Michel, l'anthropologue. C'est le seul qui en parle. On peut regarder sur Google corruption systémique. Très peu de monde en parle, alors que c'est un phénomène qui est très courant. On parle tout le temps de Big Pharma, des problèmes causés par Big Pharma. Et ça, c'est très en amont. C'est sur le trucage des essais cliniques, la façon de, même sans parler de trucage, la façon de filtrer, de réinterpréter. Par exemple, faire 10 essais cliniques et puis retenir que ceux qui nous arrangent pour faire passer, pour faire passer un médicament, pour obtenir une AMM, une autorisation de mise sur le marché. C'est un exemple de corruption systémique en amont au niveau de Big Pharma. Mais pour moi, c'est intéressant de parler de la corruption systémique en aval. Qu'est-ce qu'un médecin fait qui est absurde parce qu'il a été conditionné pour ça? Tiens, un exemple marrant, c'est pas tout à fait de la corruption systémique, mais c'est intriguant quand même. Moi, je prends des gros dosages de mélatonine. J'ai étudié ça soigneusement, j'ai lu des bouquins là-dessus. Il y a des façons de faire, hein. Moi, je vais sur Medline, je vais directement sur les articles pour les médecins, voir les articles scientifiques carrés. Bon, il y a un truc rigolo avec la mélatonine, c'est que les AMM, les autorisations de mise sur le marché pour la mélatonine aux États-Unis, c'est 10 mg. Une pilule, elle fait 10 mg. Les AMM en Suisse et en France, c'est 1 mg. Apparemment, les essais... euh, mystérieusement, le citoyen américain a besoin de 10 fois plus de mélatonine. Qu'est-ce que les essais montrent en réalité? Les essais montrent qu'on peut aller très haut, on peut aller jusqu'à 100 mg de mélatonine sans dommage, même sur le long terme apparemment. En tout cas, personnellement, après plus d'une année d'utilisation, je vois pas de dérégulation. Et donc, quand on est dans un hôpital, ils nous disent qu'est-ce que vous prenez exactement? Tout. Et bon, je leur fais la liste, j'enlève les plantes parce que ça ferait trop compliqué pour eux, mais je leur fais la liste et ils se mettent à gueuler. Ouah, c'est quoi ces dosages de mélatonine que vous prenez? Je dis ouais, c'est une norme, c'est une des normes possibles. 15 mg, pas énorme non plus. J'ai essayé jusqu'à 50. Bon, non, non, ici c'est 1 mg normalement, c'est ça les. Puis moi je lui dis, mais regardez les essais cliniques, regardez ce qui a été fait. Et on me répond, j'ai pas le temps. Le chef de clinique me répond, j'ai pas le temps. Moi je comprends qu'il ait pas le temps, mais s'il a pas le temps, alors qu'il me laisse prescrire les dosages que moi j'estime raisonnables. Euh, il peut pas, il n'a pas le temps. Donc on fait ce que tout le monde fait, même si c'est pas raisonnable, même si c'est pas raisonné. Et il y a plein d'autres problèmes qui découlent de ça pour un patient qui a des particularités parce qu'il a recherché sur sa santé. Je vais vous citer un autre exemple spécifique à ça. Moi j'ai une spasticité énorme, donc mon corps se raidit. Et j'ai fait 10 ans de danse et une des façons de déraidir mon corps, c'est de la danse.
C'est des mouvements très étranges. Et à la fin, mon corps se déraidit et redevient plus souple. Bon. Ma physiothérapeute me prescrit de la piscine. Alors c'est sous Covid, donc il faut faire attention, pas trop de monde, on est surveillé, on est dans un bassin. Elle me prescrit des exercices précis. Je les fais pendant une semaine. Ça change rien. Je suis toujours aussi raide, toujours aussi dur. Donc un jour, je décide de faire ce que je sais faire, de la danse dans l'eau. Donc je recommence à faire mes mouvements bizarres. Et là, je constate que effectivement ma spasticité disparaît, qu'elle est soignée par les exercices que je sais faire. Le lendemain, ma physiothérapeute revient vers moi, me dit dis donc, la personne qui gardait la piscine, elle a vu ce que tu faisais, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Par contre, me donner des pilules contre la spasticité, alors ça c'est open bar, c'est tout ce que tu veux. Tu veux doubler les doses, pas de problème, open bar. Donc, bon, on n'écoute pas le patient, on ne reconnaît pas ses compétences, on l'empêche de faire ce qui lui fait du bien. euh, Et ça, c'est vraiment des désordres cognitifs chez le médecin, parce qu'il est dans une lignée d'action, il fait de la médecine statistique. Il fait ce qui est valide pour la plupart des patients. C'est la courbe normale de Gauss, hein. On prend ce qui est au centre de la courbe de Gauss, c'est-à-dire ce qui est valide pour euh, la grosse majorité des patients, et ceux qui sont au bord de la cloche de la courbe de Gauss, donc ceux qui ont des comportements étranges ou des réponses bizarres à certains traitements, ben, désolé les gars, notre médecine n'est pas pour vous. On peut rien faire, on n'a pas le temps de réfléchir. Contrairement à l'approche médecine chinoise qui va s'intéresser à la situation des patients et agir en fonction de la situation du patient. Voilà. Un autre exemple d'abus flagrant, de viol intellectuel que dont j'ai pu admirer le déroulement dans mon séjour en clinique. Donc un mois de clinique, j'ai plus refait de clinique depuis longtemps, donc on me dit ouais, vous êtes dans une situation de santé compliquée, vous avez besoin d'un soutien psychologique. Bon, normal, c'est vrai que quand tu as deux doigts de la chaise roulante, tout ça, bon, bien. Donc on vous convoque chez une psychologue, c'est inclus dans le pack santé. Donc je vais voir la psychologue qui, voilà, me dit qu'elle est tout à mon écoute. Et donc on m'a présenté ça comme ça, on a une psychologue pour vous soigner, pour vous aider à gérer ça. Donc, vu comment elle présente la chose, moi je m'ouvre à elle, je lui parle de choses assez intimes. Pendant 1 heure, elle prend des notes, pendant 1 heure, et à la fin, et seulement à la fin, elle me dit, eh bien en fait, moi là je pars en vacances pendant un mois, et donc je ne vous revois pas. Donc en fait, c'était juste pour me soutirer des renseignements pour le rapport des médecins. C'était pas un traitement, c'était un interrogatoire déguisé. Ça c'est un abus caractéristique, c'est de la manipulation. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai vécu. Après, j'ai eu la malchance d'être dans la chambre de quelqu'un de sympathique, mais qui était un cas très lourd. Quelqu'un qui venait de se péter la colonne et qui donc a besoin d'assistance 3-4 fois par nuit. Donc, des infirmiers qui rentrent 3-4 fois par nuit. Quelquefois en faisant du bruit parce qu'ils sont super excités et qui oublient, ils repartent en oubliant d'éteindre la lumière. Donc à 2 heures du matin, je dois me relever, éteindre la lumière parce qu'ils sont repartis en laissant la lumière. Et, alors je suis arrivé en disant j'ai un système nerveux qui s'excite facilement et c'est compliqué. En dehors de l'histoire de la marche, c'est ça mon problème. Et on me met dans des conditions hyper stressantes. Moi je suis ressorti, je devais prendre des calmants. Je suis
rentré dans cet hôpital, je n'étais pas dépendant de calmant, je suis ressorti, j'étais dépendant de calmant tellement les conditions de l'hôpital étaient stressantes, entre autres à cause des nuits et des interventions pendant la nuit, à cause de la brutalité de soignantes qui sont au bord du pétage de plomb, parce qu'elles sont trop peu, parce qu'on met pas de fric dans la santé, parce que là, on vient de mettre 6 milliards pour des avions de combat en pleine épidémie. C'est du délire. On a des infirmières qui sont tellement au bord du pétage de plomb. Une infirmière en hôpital, en moyenne, elle fait 2-3 ans. Après, elle change de métier. C'est rare, elles font une formation d'infirmière, elles font 2-3 ans pour valider un cursus, puis ensuite, elles vont bosser ailleurs parce que c'est épuisant. Euh, parce qu'elles sont trop peu. Parce que c'est des larbins, parce que malgré des responsabilités très élevées, il y a un métier avec des gestes techniques impliquant une responsabilité élevée, c'est un salaire de balayeur. Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Tiens, un exemple. 6 heures du matin, on vient me faire une prise de sang. Alors pourquoi à 6 heures du matin? Moi je dors à moitié, l'infirmière elle a fait toute la nuit réveillée à courir dans tous les sens, elle est sur les nerfs. Moi ça je le sais pas. Elle rentre dans ma veine, et là je sens un petit choc électrique dans la main. Et moi j'ai l'habitude qu'on me mette des aiguilles, à cause des acupuncteurs, entre autres. Et du coup je sens le petit choc électrique, puis je fais tout gentiment, et ça n'est pas un reproche, je lui fais ah on a touché un nerf. Et elle demande pas une explication. Elle se met à gueuler directement. Ouais, je suis dans la veine, je suis pas dans un nerf, je sais ce que je fais. La preuve, il y a du sang, donc c'est que je suis dans une veine. Du calme, Caroline, du calme. J'étais pas en train de te faire un reproche. Non, ça je lui ai pas dit, je suis resté vraiment choqué par son hurlement. Et je peux que compatir. Hein. Elle a bossé toute la nuit. Après, elle a encore le séminaire. On n'appelle pas ça un séminaire. Elle a encore le colloque pour transmettre ce qui s'est passé pendant la nuit pour l'équipe de jour. Donc c'est clair. Hein. C'est clair. C'est comme ça. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu pendant mon hospitalisation, et c'était un peu pour répondre à la question de mon neurologue sur pourquoi je veux pas retourner dans cette clinique. Alors en plus, cerise sur le gâteau, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais en fait. Il y a 2-3 erreurs systémiques graves aussi. En fait, l'arthrose qui était finalement, après plusieurs mois, moi je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que c'était vraiment le centre du problème, c'était traité comme un problème mineur. Ils sont restés obsédés par l'idée centrale, qui est le cas chez plein de paraplégiques. Vous avez des problèmes, c'est la vessie. Vous avez des problèmes neurologiques, ça vient de là, c'est ça qu'il faut traiter, il faut la botoxer, il faut la sonder. En réalité, ce dont j'ai besoin, c'est d'une prothèse totale de hanche, qui est l'opération la plus courante au monde. Hein. C'est pas un truc méga exotique. Généralement, ça arrive plutôt autour de 70-80 ans. Avec la marche que j'ai, c'est pas très surprenant que ça arrive avant. Donc j'avais besoin d'une prothèse totale de hanche. J'avais une augmentation de la spasticité dramatique en raison de l'inflammation sur la hanche. Et qu'est-ce qu'on me propose? On me propose de me mettre une pompe à baclofène pour résoudre le problème de spasticité. Là, j'ai pas de métaphore qui me vienne. Une pompe à baclofène, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une pompe, c'est un matériel. C'est gros comme un de ces anciens réveils en métal, comme ça fait 200 grammes. Moi, je suis en métal comme ça, gros. On vous le met à l'intérieur du ventre avec un tuyau qui rentre dans la colonne, entre les vertèbres, ça passe dans un disque, et ça met un médicament dans le liquide céphalorachidien. Parce que c'est un médicament qui est mal supporté par voie orale. Mais bon, c'est très lourd quand même. On a une machine comme ça grosse dans le ventre après. Et donc pour eux, ça c'est la solution. C'est ça qui va résoudre mon problème de spasticité.
Moi, là, je ne sais pas encore quand si la prothèse de hanche va résoudre ma spasticité ou une partie, parce qu'en raison du confinement, il n'y a pas d'opération à l'heure actuelle, ou pas pour moi. Mais donc voilà la solution que eux m'ont proposée. Le retard sur le bon diagnostic a pour moi des conséquences dramatiques. Euh, Alors eux, c'est ce qu'ils savent faire, c'est pompe à baclofène pour tout le monde. Open bar, les gars. J'exagère à peine. Moi, je prenais une pilule qui résolvait une partie de mes problèmes de spasticité, et on vient me dire, non, mais cette pilule, ça donne des hallucinations, c'est super dangereux. Les gars, si j'avais des hallucinations, je le saurais. Merci, je sais ce que c'est qu'une hallucination. Euh, J'ai assez travaillé dans le monde chamanique pour ça. Donc, arrêtez de me dire que je prends quelque chose d'hallucinogène. Je le saurais. Donc l'argument ne prenez pas du pramipexol, faites une pompe à baclofène, ça sera moins hallucinogène. C'est un désordre systémique, les gars. Vous faites ce dont vous avez l'habitude de faire, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, et vous ne voyez pas que c'est totalement aberrant. Vous ne voyez pas que ce que vous faites est totalement aberrant parce que vous êtes pris au piège de vos habitudes cliniques. Prenez du recul, réfléchissez un peu. Il y a certaines routines qui ne correspondent pas à certains patients. Euh, vous êtes effrayé par la toxicité d'un médicament essentiellement parce que vous ne le connaissez pas et vous ne voyez plus la toxicité des médicaments que vous connaissez simplement parce que vous avez l'habitude de les prescrire. Prenez un peu de recul, c'est le moment. Donc, peut-être que le confinement, c'est un bon moment pour prendre du recul. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, cette vidéo était un peu technique. Et c'est vrai qu'elle était destinée un peu à des médecins, mais pas que. À des personnes qui réfléchissent sur la santé en général. Je ferai d'autres vidéos. Je vais me spécialiser en anthropologie de la médecine maintenant que j'ai d'autres hospitalisations de prévues. Ça n'est pas une menace, hein. Comme dit Jean-Dominique Michel, la corruption systémique, c'est pas une accusation contre les médecins, c'est quelque chose pour aider les médecins à comprendre là où il y a des erreurs qui se mettent en place parce qu'il y a un système qui tourne et qui n'est plus capable de sortir de ces aberrations. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment, je la fais dans un état de paix, c'est pas des accusations. S'il y a des erreurs, c'est bien de les dire, c'est bien de les relever. Je pense, ce que je vois très clairement, c'est que je suis face à des médecins qui n'ont pas l'habitude d'avoir des patients qui réfléchissent. Je suis face à des médecins qui n'ont pas du tout l'habitude d'avoir des patients qui vont vérifier sur Medline les informations qu'on leur donne. Et ça les désoriente. Et c'est absurde. Ils me disent, moi j'ai un médecin qui me dit, non mais là quand vous réfléchissez à ce qu'on fait, vous sapez la confiance que vous pouvez avoir dans l'équipe thérapeutique. De quoi tu me parles? Pour moi c'est exactement le contraire. Si on me demande de ne pas réfléchir à ce que font les médecins, c'est ça qui va saper totalement ma confiance dans ce que fait l'équipe thérapeutique. C'est la grosse différence avec les médecins que j'ai habituellement quand je ne suis pas à l'hôpital, les médecins que j'ai quand je suis en ville, c'est des médecins que j'ai choisis. C'est des médecins qui sont des collaborateurs. C'est des médecins qui respectent mes recherches. On est dans un dialogue. À partir du moment où on est hospitalisé, on n'est plus dans un dialogue. On est pris dans un système. Notre corps est une machine
et on doit se soumettre à tout ce qui est mis en place pour vous. Ils ne peuvent pas fonctionner autrement. Parce que c'est une usine en réalité. On conçoit un hôpital comme une usine. C'est du travail à la chaîne. Et ça pourrait être autrement, mais ça coûterait plus cher. Ça pourrait être autrement, mais il faudrait arrêter d'acheter des avions de combat et construire des hôpitaux. C'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Hein. Là, s'il n'y a plus d'opérations, là, si les hôpitaux sont surchargés, c'est pas le corona, c'est parce qu'on a fait des économies sur les hôpitaux. Et le problème, il est là. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions. Bonne journée.